Oui, s'il vous plaît. Ah, bien évidemment, là, je viens le conseiller de Nicolas Sarkozy, ce que j'ai longtemps aspiré à être et qui n'est toujours pas réalisé. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il a quand même d'autres conseillers assez proches de ma vision des choses, puisqu'il est vis-à-vis de la Chine dans une position plus nuancée que les Américains. Il serait souhaitable que les Chinois réévaluent le yuan. Il serait souhaitable aussi qu'on aide les Chinois, que l'on voit effectivement comme une puissance dominante et de plus en plus arrogante, malgré tout aussi à faire face à des problèmes intérieurs qui sont très sérieux et qui sont des problèmes économiques, mais partant également politiques. Donc je pense que je n'ai pas de conseil à donner à notre président, parce qu'il a déjà les bonnes idées sur ce point, c'est-à-dire d'essayer de discuter avec les Chinois et de trouver un donnant-donnant possible qui ne soit pas la réévaluation massive et immédiate du yuan, mais une détente en tout cas des relations réciproques qui déjà passe par un désarmement tarifaire, parce qu'il y a des tas d'obstacles tarifaires que les Chinois ont répandu, par exemple, refusant des appels d'offres aux sociétés occidentales pour les dépenses d'infrastructures qui sont énormes, et bien entendu les problèmes de propriété intellectuelle qui continuent à être traités par-dessus la jambe. Et puis, bien entendu, la réévaluation du yuan peut venir, mais il faudrait pour ça un agenda, du temps, et aussi des mesures structurelles. Pourquoi? Eh bien, parce que la Chine, tout simplement, a beaucoup plus de problèmes que nous le pensons. Je ne dis pas du tout que je n'ai pas le pauvre homme, n'est-ce pas, comme dans Tartuffe. Non, bien sûr, quand on voit ce que les Chinois ont réussi en quelque temps, les infrastructures, les TGV par exemple, qui ont modifié totalement les distances urbaines, même entre des régions. Je me souviens d'avoir fait en près de 3 jours de train, n'est-ce pas, de Canton à Wuhan et de Wuhan à Pékin, qui est une espèce de magistrale qui coupait tout l'intérieur de la Chine. Ben maintenant, ce sont des trajets de TGV avec tout ce que cela comporte. Wuhan, je crois, c'est 4h30 le Canton, et Wuhan-Pékin aussi, qui se fait un après-midi, et non pas en 1 jour et demi. On dormait dans des trains de type soviétique avec des dentelles. C'est fini, ça. Il y a un train qui va à Lhasa, il y a maintenant un développement incroyable des régions frontalières, des autoroutes un peu partout. Mais bien entendu, derrière tout cela, il y a quand même des vulnérabilités très grandes. Quand vous regardez un petit peu les industries chinoises, banlieue de Pékin, vous les voyez déjà, c'est l'industrie soviétique des années 50 qui a été un peu upgraded, qui a monté, mais pas beaucoup. Et bien entendu, un des aspects de la prospérité mondiale, car bien sûr, nous avons de grosses difficultés dans la partie nord de la planète, c'est que juste à l'instant, les États-Unis et l'Europe, mais le reste de la Terre, de la planète, ça va très bien. Pourquoi ça va très bien? Parce qu'en fait, certains nombres d'économies qui décollent restent d'abord et avant tout des producteurs de matières premières à faible valeur ajoutée. Et là, il s'est passé ce que toutes les bonnes âmes, le commerce équitable, l'aide au développement, avaient rêvé, et qui s'est passé tout seul par un mécanisme keynésien simple. Les prix ont monté. Les prix ont monté de manière telle que, sans effort immense, le Brésil exporte son soja, exporte ses métaux, Vale, complexe minéral brésilien, est en train de devenir la première société devant Rio Tinto et Broken Hill. L'Afrique du Sud elle-même, même si ça ne va pas très bien à l'intérieur, réussit à exporter, notamment en matière de métaux et de minerais, des chiffres qui sont absolument sans commune mesure avec ce que c'était dans l'indépendance. Bien entendu, ce courant d'exportation est nourri par un pays et presque un seul. Bon, l'Inde aussi maintenant, mais surtout d'abord la Chine. Or, cette manne qui est tombée sur Lula, un peu comme le ravi de la crèche, c'est aussi un signe de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'il faut à peu près 4 fois en Chine le volume d'entrants qui est nécessaire en Europe pour faire un point de croissance. Ce qui veut dire que les Chinois sont obligés de cracher de la fumée, de dépenser du charbon. On se rend bien compte quand même que c'est une impasse écologique qui ne peut pas continuer éternellement. Ils sont obligés d'acheter la totalité de la production de cuivre, de la Zambie, du Chili, du soja brésilien, pour tout simplement faire face à l'augmentation de leur production, à l'augmentation de leur consommation. C'est aussi pour cela que le 11% de croissance, dans l'état actuel des choses, avec une productivité qui ne s'est pas partout améliorée, loin s'en faut, est un peu insoutenable. Et qu'en tout cas, la Chine a absolument besoin, parce qu'elle va importer de plus en plus, et ça lui coûte,
de maintenir un niveau d'exportation, tout simplement pour ne pas tomber dans un déficit de la balance commerciale qu'elle n'a jamais connu et qui, avec les idées colbertistes, protectionnistes qui sont les siennes, apparaîtrait comme une défaite historique. Bien entendu, il faut aider la Chine à voir la lumière, il faut lui montrer qu'une réévaluation progressive du yuan a des effets anti-inflationnistes. Nous allons voir l'explosion de la bulle immobilière chinoise, elle est imminente. Il faut montrer aussi aux Chinois que la diminution de la facture des importations vaut bien une diminution des exportations, à condition de trouver aux Chinois des portes de sortie. Et cela, c'est tout l'exercice du G20. Non pas du tout de renoncer à ce qu'on leur demande. Le fait que les Américains jouent les mauvais flics est une bonne entrée en matière. Et ensuite, il faut venir dire, voyez, votre collègue est très en colère, peut-être y a-t-il moyen de trouver quelque chose d'intermédiaire. Et évidemment, il s'agit de ce qu'on a appelé le rebalancing, c'est-à-dire le rééquilibrage des échanges mondiaux, qui est évident et qui, évidemment, intervenant dans une situation où la crise n'est pas totalement surmontée, est particulièrement difficile et pourtant nécessaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de réduire progressivement à l'échelle mondiale la part des exportations chinoises et de toutes celles qui sont engrainées sur la Chine, et d'augmenter tout simplement la consommation intérieure en Chine, et pour commencer, les dépenses de santé, puisque c'est étonnant quand on pense à la ferveur que la Chine maoïste pouvait encore produire en jeune temps. Mais aujourd'hui, la Chine est probablement dernière en matière de santé, en matière d'éducation, au moins pour les gens des villes, et elle se prépare, parce qu'elle a fait ce freinage démographique exceptionnel, un déséquilibre démographique qui va peser sur les retraites d'une manière catastrophique. Alors, catastrophique, non. Et cela veut dire que ces immenses réserves de change, qui sont retenues comme par un barrage, par les autorités politiques chinoises, mais aussi par les entreprises, parce que les entreprises ont accumulé en trésorerie des montants absolument extraordinaires qui n'existent nulle part ailleurs, eh bien, ils doivent entrer dans la consommation individuelle. Alors, c'est assez intéressant parce que le développement de l'économie chinoise, l'accélération qui a été voulue par Deng Xiaoping après les années de maoïsme, a d'abord été une espèce de manifestation spontanée de tous les producteurs chinois, à commencer par les paysans, et qui, s'accumulant, a poussé quasiment en avant une direction politique réticente vers des réformes ou des ouvertures à laquelle ils n'étaient même pas préparés. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que cette drogue de 11% par an est une drogue dure qui permet de ne faire aucune réforme. Avec 11% par an, on peut toujours cracher le charbon, on peut infecter les poumons de la moitié des Chinois, on peut laisser à volo les campagnes, et on peut prélever sur les Chinois urbains une épargne de précaution énorme pour aller à l'hôpital, qui est une catastrophe pour les Chinois moyens, ou pour payer les études des enfants, qui sont parmi les plus chères au monde, si on veut bien sûr qu'ils fassent des bonnes études. C'est une situation qui devrait changer si on acceptait de redistribuer. Mais la redistribution, c'est un problème politique, comme chacun sait. Et quand on redistribue du pouvoir d'achat, on ne tarde pas à redistribuer du pouvoir politique. C'est le débat actuel. Et évidemment, nous avons maintenant, aujourd'hui en Chine, une remontée des tensions intérieures au sein du parti politique dominant, le Parti communiste, comme on n'en avait pas connu depuis des années, justement, parce que dans la croissance et la bonasse, personne n'est contre personne. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et je dirais même que les problèmes du Japon aujourd'hui sont intervenus dans un élément de débat en Chine. Il y a un parti pro-japonais, aussi celui des réformes, et dont le chef est le maire de Chongqing aujourd'hui, Po Xilai, qui en fait propose un véritable couple sino-japonais, comme existe aujourd'hui un couple sino-allemand. Il y a une grande part aussi de l'appareil politique qui ne veut rien entendre. Je ne dis pas que tout ça est le téléguidage de ce chalutier qui a essayé d'éperonner 3 gardes-côtes chinois et la japonais, et la relance des problèmes frontaliers dans le détroit de Taïwan, mais ça y ressemble quand même. Et évidemment, l'attitude du Japon consistant à baisser autoritairement sa monnaie, elle déstabilise un peu plus l'ordre mondial, mais elle est d'abord et avant tout, ne l'oublions pas, dirigée vers une Chine qui, depuis 1998, absorbe plus l'exportation japonaise que les Japonais n'exportent aux États-Unis. C'est-à-dire que si les prix japonais pour des produits de technologie, où sont les champions sur le marché chinois, augmentent pour des raisons monétaires, eh bien, ils risquent effectivement l'asphyxie beaucoup plus vite que nous. Alors peut-être, seconde question, parce que la Chine est un problème, le Brésil va très bien, mais peut-être
Ce n'est plus tout à fait ce que disait le général de Gaulle, un pays d'avenir et qui le restera, mais il est évident que même si les entreprises brésiliennes sont fortes, si elles ont fait des investissements considérables, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, il est quand même évident aussi que le Brésil s'est accroché comme au ski nautique sur un rebord puissant, qu'il faudrait penser à sa diversification. Mais Lula, qui est un homme chanceux, va s'en aller et il laissera à sa successeur le soin de régler ces problèmes qui sont moins évidents qu'on le croit. Enfin, quand même, les pays heureux, même si c'est une histoire, n'ont quand même pas une histoire malheureuse. En revanche, c'est un point qui a été abordé par les deux précédents intervenants et qui me soucie énormément. Oui, tous les problèmes liés à l'euro sont des problèmes en finale, quand on descend les équations un peu trop vite, liés à l'existence ou non d'un couple franco-allemand qui fonctionnait avant l'unification et qui ne fonctionne plus que sur des points ponctuels. Et sur ce plan, d'ailleurs, autant la politique de Nicolas Sarkozy a été